Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour le récapitulatif, la rétrospective de mes visionnages de ce mois de mars 2016. Ce mois-ci j'ai pu voir 29 films, donc ça va, c'est plutôt pas mal, on reste un petit peu dans la moyenne des mois précédents. Et puis sans plus attendre, je vais commencer directement. Donc pour cette première partie, on va parler de 9 films, et puis comme d'habitude, il y aura 3 parties ce mois-ci. Donc j'ai commencé le mois de mars avec Candyman. C'est un film pas très très connu. C'est une saga, il me semble qu'il y a 3 films Candyman. C'est un film d'horreur fantastique. En gros, c'est l'histoire d'un personnage qu'on peut invoquer, une espèce d'histoire, une légende urbaine. Quand on dit quelque chose devant un miroir, il apparaît. Et donc, il y a certaines personnes qui sont amusées à le faire, et c'est avéré que cette histoire serait vraie. Et donc, on a une journaliste, une étudiante, il me semble, qui enquête sur cette affaire. Et donc voilà, encore une fois, c'est un film que j'ai découvert grâce au Festival d'Avoria, je vous en parle régulièrement, c'est un festival qui m'intéresse beaucoup, j'aime bien cette ambiance-là. Donc j'ai voulu tenter. Pour le coup, même si le mois précédent j'avais été plutôt été surpris avec Darkseid, les contes de la nuit noire, là j'ai été très déçu avec Candyman. C'est dommage parce que la mise en scène, elle avait pas mal d'idées intéressantes, c'est-à-dire que il y a pas mal d'idées intéressantes visuellement au niveau des plans, au niveau de l'ambiance. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive jamais vraiment à se situer dans le film. On ne sait jamais si le film oscille entre film d'horreur et film fantastique, qui se veut fantastique, mais pas vraiment. Enfin, les films fantastiques, un petit peu à Dark Side, vous savez, ces films qui sont sombres, mais qui se prennent pas vraiment au sérieux. Et donc on ne sait pas si vraiment le film est sérieux ou si c'est plus on ne sait pas, et c'est tout le problème du film en fait. Euh, Au niveau du scénario aussi, il y a pas mal de bonnes idées. C'était très intéressant au début. Mais on se perd très vite, il y a des idées intéressantes, mais ça va pas assez loin. Et puis surtout, pour moi, le gros gros problème de ce film, c'est tout simplement le personnage de Candyman, quoi. Euh, c'est pourri. Enfin, son design est moche, quoi. Pour vous le visualiser vite fait, vous imaginez un mec noir de cité avec un crochet de capitaine, enfin avec un crochet à la main. Donc déjà enfin, ça fait pas vraiment peur, on a l'impression que c'est très second degré. Et c'est là vraiment où je vous dis, la mise en scène, c'est pas vraiment se placer. On ne sait pas si on est dans un film d'horreur dans lequel le méchant doit vraiment être flippant, ou plutôt dans un film fantastique où certes c'est sombre, mais ça fait pas réellement peur. On ne sait pas vraiment. Et voilà, on a beaucoup de mal. Mais comme je vous le disais, il y a pas mal d'idées au niveau de la réalisation, c'est pas mauvais du tout. Il y a pas mal d'idées, mais ça n'a pas réussi à m'emballer. En revanche, il y a quelque chose qui est vraiment très important pour moi, qu'il faut que je note, c'est la musique. Elle est vraiment magnifique. Le début du film commence avec cette mélodie. Si vous avez le temps, après cette vidéo, allez vous taper Candyman Soundtrack. Euh, Vous allez trouver cette musique, elle est très angoissante et elle est très réussie. C'est la plus grande réussite du film, je trouve. Et donc voilà. Candyman, je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'apprécient. Moi, j'ai été déçu, donc je vous le conseillerais pas vraiment. Voilà. Ce mois-ci, j'ai visionné Snowpiercer, réalisé par Bo Jong-ho. Les réalisateurs. C'est un réalisateur coréen qui a eu la chance enfin la chance, c'est pas, de pouvoir réaliser un film pour une production américaine, comme pas mal de Coréens en ce moment. Il y a Park Chan-wook aussi. Euh, il y en a pas mal qui font ça en ce moment. Donc c'est avec Chris Evans, on retrouve John Hurt, Tilda Swinton, voilà, tout un tas d'acteurs. Et c'est la reprise d'une BD francophone, donc ça fait un mélange très bizarre, une BD francophone produite par les Américains, par un réalisateur sud-coréen, donc ça fait quand même un sacré schmilblick de,
d'origine, de coutume, de... Enfin bref, vous avez compris l'idée. Euh, le film est pas mauvais. Euh, Par rapport à la critique que j'ai écrite il y a un mois, j'en ai plutôt un bon souvenir. Je viens de relire la critique que j'en ai faite. Et elle était plutôt pas très favorable, pas mauvaise, mais elle mettait pas mal de points négatifs. Et finalement, j'ai un bon souvenir du film en fait. Le film est vraiment pas mal. Le problème un petit peu, c'est qu'on sent vraiment ce côté... que le film a été très américanisé. Moi, je voulais un peu voir du cinéma coréen, en fait. Mais il fallait que je m'y attende. C'est produit par les Américains, donc évidemment que ça allait être très américanisé. Il y a notamment une scène du sushi, dans un espèce de sushi dans lequel il faut vraiment euh, l'auteur est obligé de rappeler que c'est du cinéma coréen. Au niveau des combats, vraiment, on retrouve vraiment cette patte cinéma asiatique, et ça c'est très intéressant. Mais après, le côté le fait que ce soit un film qui soit américain, c'est pas forcément mauvais en soi. Mais ça va influencer notamment le scénario, par exemple, la fin du film, qui est très, sans spoiler, tout était prévu depuis le début, je suis l'élu. Vous voyez ce genre de fin très américaine qui sonne un peu faux. Mais sinon, j'ai trouvé ce film plutôt très agréable. Les acteurs sont bons. L'histoire est très intéressante au début. Après, c'est vrai que les thématiques sont un peu plus survolées dans la seconde partie, puisque ça devient un petit peu plus un film d'action. Mais voilà, c'est pas, j'en attendais pas enfin ça m'a pas gêné. Plus que ça, c'était les scènes d'action, comme je vous l'ai dit, sont super impressionnantes. Sans dire que le cinéma asiatique a toujours des bonnes scènes d'action, mais là franchement c'était vraiment super. Euh, et puis visuellement ça en jette quoi. Le design du train, j'ai bien kiffé. J'aimerais bien lire la bande dessinée parce qu'elle doit être assez intéressante. Parce que la BD francophone, moi j'aime beaucoup, et ce délire-là, j'imagine très bien comment ça a pu être fait. Donc ouais, j'ai pas plus à dire, franchement c'était un bon film. Après, c'est un film de divertissement et c'est ce qui est regrettable. Je pense que le réalisateur, si c'était écouté, aurait moins fait de divertissement, aurait peut-être un peu plus... ça aurait été peut-être un peu plus psychologique, un petit peu plus... parce qu'en fait c'est un film sur la lutte des classes. Il y a pas mal de choses à dire, mais finalement en fait ça se résume que à ça en fait. C'est juste la classe basse qui veut se révolter contre la haute société. Et ça va pas forcément plus loin, et ça c'est assez regrettable, parce qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose. Après voilà, on a son lot de divertissement, on prend son pied devant le film, et c'est le principal quoi. Ce mois-ci, j'ai vu Man on Fire, réalisé par Tony Scott, donc le frère de Ridley Scott, avec Denzel Washington dans le rôle principal, et la petite fille dont j'ai totalement oublié le nom, mais elle est importante à noter parce que elle joue vraiment super bien. Donc, Mexico, une ville dans laquelle les bandits ont trouvé une technique pour se faire pas mal d'argent, c'est kidnapper les enfants des riches. C'est dans ce contexte que Denzel Washington est appelé comme garde du corps d'une petite fille, mais malheureusement il va pas réussir vraiment à la surveiller, et donc il va s'en vouloir et va poursuivre vraiment les personnes qui ont commandité son kidnapping. Je peux pas passer à côté de ça parce que vraiment c'est le plus gros point fort de ce film, c'est Denzel Washington. On le voit pas dans beaucoup de films, mais vraiment c'est vraiment un des meilleurs acteurs que j'ai jamais vu quoi. Dans chacun des films dans lesquels il joue, ce sont des films qui ne m'intéressent pas, c'est-à-dire que si je lisais juste le synopsis, j'aurais pas forcément envie de le voir le film. Que ce soit, j'ai vu 3 films avec lui, Flight, Equalizer et celui-ci. Aucun des scénarios de ces 3 films me donne vraiment envie. C'est pas le cinéma devant lequel j'ai envie de me tourner. Mais dans les 3 films, je les ai kiffés parce que Denzel Washington, mais c'est un putain d'acteur, je vous jure, j'adore ce mec.
Euh, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il joue un peu toujours les mêmes rôles, et ça c'est vrai. Bon, on peut pas le dire à Man on Fire parce qu'il a été fait avant Fight et Equalizer, mais on retrouve les mêmes thématiques, c'est-à-dire que dans Flight, c'est un personnage qui est rongé par l'alcool, comme dans celui-là, et dans Equalizer, c'est un personnage qui protège une fille et qui est en quête de vengeance, comme dans celui-ci. Donc, j'ai vu que ces trois films, donc évidemment, je faisais le lien, mais celui-ci a été fait avant, donc on ne peut pas lui dire. Il est juste énorme, Denzel Washington, il est touchant, il est poignant, il est juste. En plus de ça, son personnage est super bien écrit. On a rajouté l'alcool à son personnage. Un personnage qui, au début du film, est quelqu'un de très renfermé, qui ne rigole pas et qui ne prend pas plaisir à vivre. Et puis, il se rend compte auprès de cette fille il découvre des sentiments humains et c'est ça qui est très touchant. Et puis voilà, le personnage est très touchant. La petite fille aussi joue vraiment super bien. Et pour une petite fille, vraiment, elle est très très jeune, elle joue très très bien. Après, j'ai pas été non plus, ça n'a pas été un coup de cœur pour moi parce que c'est le genre de thriller que j'aime pas beaucoup, des thrillers très énergiques dans lequel c'est pas mal de scènes d'action avec une réalisation très rapide, avec une caméra très agitée. Euh, c'est pas vraiment ce que j'aime beaucoup, je préfère les thrillers un petit peu plus posés, on va dire. Euh, voilà, mais après, c'est vrai que c'est très énergique, ça bouge, ça a du peps quoi. Ça m'a pas plus gêné que ça, cette mise en scène. C'est juste que je suis pas très très fan, mais voilà. Et je voulais souligner aussi la bande originale, encore une fois, qui est, bon, elle est un peu faite pour tirer les larmes avec voilà, un orchestre avec beaucoup de violons. Euh, on sait que c'est fait pour ça, mais rajouter à ça la performance de Denzel Washington, ça donne vraiment, ça touche vraiment au plus profond. Et donc voilà, ce film est agréable à voir. Ça sera pas un kiff, mais je dois avouer que la performance de Denzel Washington m'a bluffé. Et c'est ça principalement le gros point fort de ce film. Après, tout le reste, c'est bien, mais je suis pas fan, quoi, voilà. Ce mois-ci, j'ai vu 127 heures, réalisé par Danny Boyle avec James Franco dans le rôle principal. On notera celui-ci. L'histoire vraie d'un homme qui a survécu pendant 127 heures coincé par un caillou dans le Grand Canyon, il me semble. Euh, donc voilà, un film de survie, encore une fois pour Danny Boyle. Euh, Ça va être le mois Danny Boyle, là, parce qu'il y a un second film de lui que j'ai vu ce mois-ci. Euh, j'ai préféré le second, on en parlera donc dans le second épisode, j'en parlerai pas dans ce premier-là. C'est pas le film qui me donnait le plus envie parce que je sentais vraiment que ça allait être quelque chose d'assez long. Enfin, c'est un scénario, on imagine tout de suite que le mec va être bloqué pendant tout le film et que ça peut être très long et très linéaire. J'avais un peu peur, je savais que Danny Boyle allait faire quand même quelque chose d'assez original et d'assez sympa, mais ça me donnait pas forcément plus envie que ça. J'avais peur, on va dire. J'en ressors pas totalement conquis, mais vraiment le film est loin d'être mauvais. Danny Boyle arrive vraiment à faire quelque chose d'intéressant. Alors certes, il y a des longueurs, mais c'était prévisible, hein. Il y a des longueurs, voilà, quand on reste 1h20 coincé sous un rocher avec James Franco, c'est sûr qu'il y aura des longueurs. Mais voilà, la mise en scène très originale de Danny Boyle qui arrive à faire que le film n'est pas du tout linéaire, il rajoute encore ce côté très fantasmé, des illusions, des rêves à son film. Ça c'est très intéressant et j'ai bien aimé. Visuellement, ça en jette toujours. C'est très rythmé, même dans les scènes où il est juste coincé, il arrive à donner du rythme à son film et ça c'est assez... Enfin, chapeau quoi. Ça aurait pu vraiment être très ennuyant. Et puis il y a la performance de James Franco. Alors James Franco, c'est pas un acteur que j'aime beaucoup. Je l'aime bien dans Spring Breakers, le film que personne n'a aimé.
Je voulais faire un vlog sur ce film-là, mais j'ai jamais réussi parce que j'avais pas beaucoup d'arguments. Mais franchement, j'adore Spring Breakers, alors que tout le monde le déteste, bref. Non, James Franco arrive aussi à insuffler un certain rythme et on est tenu en haleine pendant la quasi-totalité du film. Après, c'est vrai que le film était assez prévisible, on savait que le mec survivait parce qu'il a écrit un livre après, mais Danny Boyle a quand même réussi à faire quelque chose d'assez surprenant, je veux dire, la fin est assez simple, mais je sais pas, il y a quelque chose qui est. La scène de fin est assez poignante. Il rajoute un truc après le fait qu'ils aient été sauvés. Il va rajouter une autre scène et qui reste dans le délire du film et j'ai plutôt bien apprécié ça. Donc voilà, c'est pas le meilleur Danny Boyle, encore une fois, mais c'est loin d'être son pire parce que vraiment, j'ai parlé de Sunshine il y a 1 ou 2 mois, je sais plus. Pour le coup, là, je me suis vraiment fait chier et pourtant, le scénario, il y avait moyen de faire quelque chose, quoi. Mais voilà, celui-là est bon, voilà, tout simplement. Dans le second épisode, vous aurez droit à une critique d'un bien meilleur film, mon film préféré de Danny Boyle. C'est devenu directement mon préféré. Donc vous verrez ça d'ici 1 ou 2 semaines, voilà. Un petit peu de teasing, voilà. Ce mois-ci, j'ai vu Mission Impossible, réalisé par Brian De Palma en 96, si je me trompe pas, avec Tom Cruise, Emmanuel Béard, Jean Reno. euh, je me souviens plus des autres acteurs, il me semble qu'il y a Tiki Olgado. Euh, Qu'est-ce que je dis, Tiki Olgado? Je confonds avec l'autre acteur, excusez-moi, j'ai trop de mémoire, j'arrive plus à me souvenir de son nom. Bref, Mission Impossible de Palma, super. J'ai vraiment adoré ce film. Euh, j'avais, j'ai vu un seul Mission Impossible, le tout dernier, je l'ai vu cet été, mais j'ai trouvé ça, c'était de la merde, quoi, tout simplement. Du mauvais blockbuster avec un scénario pourri et seulement des scènes d'action fausses et voilà. Vous savez, vous devez le comprendre à peu près, je suis pas très fan des gros blockbusters et des films d'action. Mais voilà, quand c'est appuyé par un vrai scénario, par une réalisation, je peux vraiment apprécier ces films-là. Et c'est le cas avec Mission Impossible. C'est-à-dire que le film arrive à la fois à nous faire des scènes d'action époustouflantes euh, pour tout public, et à la fois avoir un scénario très intéressant. Brian De Palma joue avec la mise en scène, notamment avec Tom Cruise et puis les différents membres qui ont chacun ils ont chacun un rôle, et Tom Cruise par exemple joue avec des masques. Sans en dire plus, vous verrez dans le film, et c'est voilà, Brian De Palma joue avec nous et c'est toujours très intéressant. Moi, si y a des blockbusters qui sortent comme ça toutes les semaines, je vais voir, ou des films ou des blockbusters à la Christopher Nolan avec The Dark Knight. Ça, c'est du bon blockbuster, contrairement à tout un tas de merdes qui sortent chaque année. Visuellement, ça en jette, quoi. Il travaille sa photographie, c'est magnifique. Encore une fois, quelque chose que ne font pas les blockbusters actuels. C'est-à-dire, ouais, la photographie est belle, mais elle fait très lisse et très. Je sais pas, et au niveau des couleurs, c'est pas incroyable. Et là, il joue vraiment avec les couleurs. Il y a deux trucs que j'ai bien kiffé au niveau de la photographie. À la fois Prague, dans lequel l'histoire se situe pendant la plupart du film, très sombre et bleutée à la fois. Et puis d'un autre côté, il y a une salle toute blanche qui est très jolie. Et franchement, visuellement, ça en jette. Euh, Après, il y a des scènes qui sont vraiment mémorables dans ce film et que j'ai surkiffé. Que ce soit donc cette scène dans une salle blanche dans laquelle Tom Cruise doit récupérer des données sur un ordinateur sans toucher le sol. Donc imaginez ce que Brian De Palma peut faire avec ça, quoi. C'est une scène vraiment mémorable, elle est super cette scène. Et il y a une autre scène que j'ai bien kiffée, c'est celle dans le train. Alors elle peut paraître un peu fausse maintenant, déjà au niveau des effets spéciaux et puis au niveau de la situation, c'est assez peu vraisemblable. Mais enfin, je veux dire, De Palma nous fait passer ça de façon
ça passe crème, quoi. On y croit, tout simplement, sa réalisation nous fait croire à tout et n'importe quoi, vraiment. Et, euh, et voilà, cette scène aussi est super. Ça fait plaisir de voir des acteurs français dans des blockbusters. Et je suis pas sûr vraiment que les prochains Missions Impossibles, parce que je vais continuer, hein, je vais voir, je suis vraiment pas sûr que les prochains Missions Impossibles puissent arriver à la cheville de celui-ci. Et pourtant, c'est vraiment celui qui est le moins bien noté. J'ai du mal à comprendre les spectateurs parfois. Le mieux noté, c'est Mission Impossible 5, quoi. Celui qui est sorti cet été, Rogue Nation. Mais c'est de la merde par rapport à ça. Vous pouvez pas savoir comment c'est de la merde. Excusez-moi, il y a des gens sûrement qui ont kiffé. Ça peut être divertissant, moi ça m'a pas diverti. Je comprends que ça puisse être divertissant, mais on peut pas remplacer un film de pur divertissement par rapport à Mission Impossible qui tente des choses bien plus incroyables que du pur divertissement. Alors ok, il n'y a pas de scène totalement folle, avec des courses-poursuites en moto ou des trucs comme ça, mais le film est juste jouissif et la mise en scène est incroyable encore une fois. Donc vraiment Mission Impossible, voyez celui-ci si vous voulez commencer la saga, je pense que ce sera le meilleur. J'ai pas vu les autres, je peux pas juger, mais je pense qu'après ça doit forcément décliner, c'est pas possible parce qu'il est vraiment super celui-ci. Ce mois-ci, j'ai vu Moon, réalisé par Duncan Jones, le même Duncan Jones qui sera aux commandes du prochain film World of Warcraft et qui nous avait déjà pondu Source Code, un film que j'ai pas du tout aimé, je l'ai détesté, quoi. Alors, pourquoi est-ce que j'ai vu ce film? Je sais pas du tout. Et le film est plutôt oubliable dans l'ensemble parce que j'avais déjà oublié un petit peu que je l'avais vu en fait. Mais en me remémorant là, je trouve quand même pas mal de points positifs à ce film. Euh, alors, la première partie du film est vraiment quelconque, que ce soit visuellement, c'est beau, hein, c'est joli, mais c'est du déjà vu, quoi. C'est du 2001, l'Odyssée de l'espace. Il y a tout un tas de films de science-fiction qui ont déjà fait des trucs comme ça, tout blanc. Donc voilà, c'est vraiment du déjà vu. Et au niveau du scénario, c'est lent, c'est pas très intéressant au tout début parce qu'on suit juste la vie d'un mec un petit peu à la seule sur Mars qui est sur une planète. Bon, il survit pas, mais voilà, il fait sa vie. Et on suit juste ça en fait. C'est plus dans la seconde partie du film que le film se révèle un peu plus intéressant. Ça en fera pas un film excellent, vraiment pas. Mais il y a pas mal d'idées assez intéressantes qui n'ont pas vraiment été déjà abordées dans des précédents films de science-fiction. Il y a une scène qui était assez touchante. La scène où Sam Rockwell, qui est l'acteur principal et qui joue super bien, se rend compte qu'en fait il n'est qu'un clone. Et ça j'ai bien aimé, franchement c'était assez cool. Mais c'est vrai que le film est vraiment pas mémorable. J'ai pas grand chose à dire de plus sur ce film là. La musique était sympa. Mais c'est vrai que sitôt vu, sitôt oublié. Après, je suis pas fan de World of Warcraft, donc je regarderai peut-être le film, mais je suis vraiment pas hypé par ce film-là. Et Source Code, j'avais pas du tout aimé, donc celui-là est pas mauvais, hein, mais il fait déjà vu et vraiment pas mémorable en fait. Sitôt vu, sitôt oublié, ce sera vraiment ce qui décrira ce film-là. Ce mois-ci, j'ai vu Fighter, réalisé par David O. Russell, avec Mark Wahlberg, Christian Bale et Amy Adams, pour les trois principaux. Alors là, ça fait vraiment pas mal de fois quand même que je vous parle de David O. Russell. Ça doit faire quand même 4 fois déjà. Et c'est pas mon préféré, alors c'est pas celui que j'ai le plus détesté parce que j'ai pas vraiment aimé American Bluff. Mais il est beaucoup moins bon, déjà je peux vous le dire, qu'Happiness Therapy qui est pour moi le meilleur, et Joy qui est très très bon aussi. Il est loin d'être mauvais, ça c'est certain, il y a pas mal de bons points, mais il manque quelque chose vraiment qui fait que le film aurait pu vraiment être quelque chose de super, quoi. On retrouve vraiment les thèmes chers
à David O. Russell, c'est-à-dire qu'on est plongé dans une Amérique plutôt modeste, avec des personnages déjantés qui tournent mal. Ils tournent pas forcément mal, mais on peut considérer que leur vie, que leur vie tourne plutôt mal. Mais eux sont toujours heureux et ont toujours le sourire malgré tous les problèmes. Et voilà, c'est un film de boxe, mais ça ne se limite vraiment pas à simplement un film de boxe, quoi. On a tout un tas de thématiques assez intéressantes. Il aborde la famille. J'allais dire une connerie, non, mais j'allais dire qu'il y a Robert De Niro en tant que père, mais je confonds avec Joy et Happiness Therapy. Euh, donc non, il n'y a pas Robert De Niro, mais en tout cas, David O. Russell s'intéresse à cette famille qui est très très intéressante et voilà, qui reste unie malgré tout, malgré tout ce qui leur arrive, que ce soit Christian Bale avec la drogue, Mark Wahlberg qui est poussé par ses parents à faire des combats juste pour l'argent, quitte à se faire défoncer. Enfin bref, les trois acteurs sont tous très bons, que ce soit Amy Adams, Christian Bale ou Mark Wahlberg, mais comme je vous l'ai dit, il manque quelque chose. Il n'y a pas cette. On n'est pas vraiment. Pourtant, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les films de boxe. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup la boxe. Les films de boxe, ça dépend. Mais on a on a plus de mal à apprécier les personnages que dans les autres films de David O. Russell comme Joy ou Happiness Therapy. Euh, non pas qu'ils soient détestables, mais on a beaucoup plus de mal à les apprécier parce que parfois ça peut être vraiment des gros connards. Euh, à part Mark Wahlberg et Amy Adams. Mais voilà. Après, il reste quand même la mise en scène et notamment les combats de boxe qui sont vraiment super bien mis en scène, très réalistes. Ce qui est bien avec la boxe, c'est selon les réalisateurs, on peut vraiment avoir des choses totalement différentes. Là, on est vraiment dans une approche très réaliste, limite télévisuelle. Et je pourrais le reprocher un peu parce que parfois, en fait, il essaie vraiment de se rapprocher de la télé, mais des fois, il se trahit lui-même et ça fait pas très télévision comment c'est filmé. Du coup, on passe d'un moment à des plans très télévisuels à des plans très cinéma. Donc voilà, mais sinon, c'est très bien mis en scène. Et bon, ça sera pas mon préféré de David O. Russell, mais ça reste un bon film de David O. Russell. Ouais, je vous le conseillerais. Ce mois-ci, j'ai vu Phénomène de M. Night Shyamalan. Donc, pour ceux qui suivent un peu mes vidéos, vous devez sûrement savoir que j'aime plutôt beaucoup ce réalisateur. J'ai été assez déçu par les derniers films que j'ai critiqués. En fait, j'ai critiqué que deux bons films de lui, enfin, deux très bons films, Incassable et The Village. Après, par contre, j'ai critiqué La jeune fille de l'eau, qui pour moi était une déception. Et j'ai critiqué The Visit, qui pour le coup est vraiment une vraie merde. Euh, la jeune fille de l'eau reste dans le cinéma de Shyamalan. Pour moi, c'est pas une totale trahison, mais il est mauvais. Euh, The Visit, c'est à fuir, c'est mauvais du début jusqu'à la fin. En revanche, Phénomène, qui pourtant est un film qui est très mal noté et qui se plaçait entre La jeune fille de l'eau que je n'ai pas aimé et After Earth que je n'ai pas non plus aimé, ça me faisait peur, je me disais ce film va forcément être mauvais. Et ben j'ai vraiment été très agréablement surpris. C'est pas son meilleur, ça c'est certain. Il y a le Sixième Sens, Incassable et The Village qui sont au-dessus. Mais je trouve qu'il est de la même trempe que Signe, il est du même niveau. Euh, Déjà, on retrouve vraiment l'essence même du cinéma de Shyamalan, c'est-à-dire cette mise en scène qui amène vraiment le suspense. On est tenu en haleine vraiment du début jusqu'à la fin. Et il y a vraiment des scènes qui sont mais, admirablement bien mises en scène, quoi, qui sont de la même trempe que la scène choc du film The Village. J'en dirai pas plus parce qu'elle est vraiment super cette scène et comprendront qui pourront. C'est une scène entre Noah et le personnage de Joaquin Phoenix. Donc il y a la première scène, donc, pour ceux qui ont vu le film, il y a la scène dans laquelle il y a une arme pour résumer vite fait le film, en gros, c'est la Terre qui est attaquée par un mystérieux
mystérieux phénomène dans lequel les hommes sont poussés à se suicider et à se tuer entre eux, et on ne sait pas vraiment pourquoi, et c'est tout le film qui va tenter de nous montrer un petit peu ce qui se passe. Et il y a une scène, une des premières scènes qui est vraiment super, c'est celle où on a un plan des pieds des personnages, dans lequel nos personnages se suicident un par un avec un pistolet. Donc cette scène est vraiment magnifique. Et il y en a une seconde qui pour le est encore meilleure. Je peux pas expliquer plus que ça parce que faut être surpris pour voir cette scène encore une fois. Mais c'est une scène qui se passe en voiture et voilà, même visuellement c'est magnifique et puis c'est choc quoi. Shyamalan sait surprendre et sait amener le suspense et c'est ça qui fait vraiment la force de son cinéma et ce qui fait de Phénomène un bon film, un très bon film. Euh, donc déjà ça d'une part. D'un autre côté, le film a beaucoup été critiqué pour nous dévoiler en quelque sorte la solution du film dès le début. Je vois pas en quoi c'est un problème, je veux dire, comme si Shyamalan devait forcément faire des films à twist dans lequel on est surpris à la fin, enfin, c'est pas vraiment le cas ici. Mais je vois pas en quoi c'est un problème, c'est pas mauvais, c'est pas amené de façon mauvaise, et en plus, il laisse planer un suspense, c'est-à-dire qu'il ne dit pas le phénomène c'est ça, il nous dit ça se pourrait que ce soit ça, et on n'est pas sûr durant tout le film, et il nous donne pas vraiment de réponse, mais c'est pas plus mal, c'est pas plus mal, enfin, il nous donne pas de réponse, mais ça se laisse quand même comprendre. Euh, Pourquoi est-ce qu'il faudrait forcément qu'il révèle le phénomène à la toute fin du film? J'ai pas compris cette critique. Pour moi, c'est pas mauvais le fait que ce soit annoncé. C'est pas dès le début du film, en plus on est quand même bien avancé, on a bien une bonne moitié du film qui est passé, donc je comprends pas. Et la seconde critique a été faite à Zoé Deschanel et à Mark Wahlberg et aux acteurs en général. Non, ils sont pas mauvais. Alors c'est vrai que Shyamalan c'est pas le meilleur le meilleur directeur d'acteurs, mais il s'en sort plutôt bien. Mark Wahlberg, j'aime beaucoup cet acteur, même s'il choisit pas forcément toujours très bien ses films, mais non, il joue bien et voilà. Après, on pourrait peut-être regretter une chose que je regretterais au film, c'est peut-être que pour une fois les personnages sont pas vraiment attachants. Autant dans La jeune fille de l'eau, j'ai pas été très porté par le scénario, l'histoire m'a pas vraiment emporté, mais je devais reconnaître que les personnages étaient plutôt bien écrits et assez touchants, comme dans tous les films de Shyamalan, ces personnages sont toujours très très bien écrits. Et là, pour le coup, c'est vrai que le film dure qu'une heure et demie et il n'y a pas vraiment le temps de bien connaître nos personnages. Il a essayé de rajouter une espèce de relation conflictuelle entre nos deux personnages. Mark Wahlberg qui tente de passer outre parce que c'est la fin du monde et voilà, ça c'est intéressant, mais parce qu'en fait, sa femme l'aurait trompé, il en est pas sûr durant tout le film. Et c'est un petit peu le seul travail qui a été fait autour des personnages. Sinon, ils sont un peu vides et pas très attachants que ça. Ce qui fait que la scène finale, qui est touchante, aurait gagné en émotion si jamais les personnages avaient été mieux travaillés. Mais franchement, c'était un vraiment bon film. J'ai passé un très bon moment et c'est en aucun cas un mauvais film. J'ai vraiment pas compris pourquoi. Pourquoi? Parce que on retrouve vraiment tout ce qui fait le cinéma de Shyamalan. Et me dites pas que The Visit ou After Earth sont des meilleurs films, parce qu'ils sont bien mieux notés que celui-ci. Mais Phénomène est un bien meilleur film que ces deux-là, quoi. Donc voilà, je vous invite à mettre dans les commentaires un petit peu pourquoi est-ce que vous n'aimez pas ces films, ça m'intéresse vraiment. Et puis n'hésitez pas à parler des autres films dont j'ai parlé aussi, ça m'intéresse toujours. Et on va donc clore cette première partie du mois de mars 2016 avec Casino. Donc c'est pas un film sur un casino de Martin Scorsese. C'est pas un film sur lequel j'ai beaucoup de choses à dire. Je suis pas fan de Scorsese. Il y a quelques films que j'aime bien, comme Taxi Driver, Les Nerfs à vif ou Shutter Island. Mais c'est jamais. Ou Hugo Cabret aussi. J'ai un très bon souvenir de ce film. Ça fait un moment que je l'ai vu. Enfin, j'étais assez petit, mais j'en ai un bon souvenir.
son cinéma me transporte pas vraiment. Je le trouve très long déjà. Et puis les quatre films que j'ai présentés précédemment sont des films que j'apprécie, mais je les adore vraiment pas. Enfin, je suis pas fan. Shutter Island, encore, ça passe. J'aime beaucoup ce film-là. Hugo Cabret, j'en ai de bons souvenirs, mais Les Nerfs à vif ou Taxi Driver, pour moi, c'est juste de bons films. Ça va pas plus loin que ça. Euh, Casino, c'est très long. Je dois avouer qu'il y a certaines scènes qui sont très bien réalisées et même au début c'est toujours très intéressant, hein. J'aime bien la façon, les personnages de Scorsese, sa mise en scène, sa narration. C'est vraiment égal à lui-même, quoi. On retrouve ce qu'on voit dans Les Affranchis, ce qu'on voit dans Aviator, euh, Les Infiltrés. C'est toujours pareil, je trouve. C'est vraiment égal, il est vraiment égal à lui-même, quoi.